Bonjour, bienvenue à la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Ce matin, je suis avec Laurent Voin. Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes le patron France et Benelux de Savills IM et votre maison vient de publier une étude, non, le marché des bureaux n'est pas mort. Alors cette étude, c'est intéressant parce qu'avec le Covid, les mesures de chômage partiel, le risque de voir le chômage un peu s'amplifier en Europe, on a tendance à penser qu'il y aura de moins en moins besoin de bureaux et vous vous dites que nenni. Non, effectivement, on est persuadé que le bureau va continuer à rester un élément très important dans la vie des entreprises et que accueillir l'ensemble de ses salariés régulièrement au bureau va être un élément clé de leur performance. Déjà, les salariés n'ont pas nécessairement très envie de beaucoup télétravailler et quand on les sonde, notamment auprès des jeunes, on se rend compte que beaucoup d'entre eux ont besoin de ce lien social qu'ils trouvent au bureau, en étant physiquement au bureau avec leur Oui, équipe. tout ne peut pas passer à travers des réunions Zoom ou Teams. Il y a toute une Exactement. communication informelle dans la vie d'une entreprise. Effectivement. Et au-delà de la fidélisation des salariés et de leur bien-être, il y a tout le brainstorming permanent dont tout le monde ne se rend pas forcément compte. Sur un plateau de bureau, on échange énormément, pas seulement autour de la machine à café. Et ce brainstorming permanent fait partie de la performance de l'entreprise. Et avec le télétravail, il disparaît ou quasiment. Et c'est un élément très important, notamment dans le tertiaire, dans les entreprises de services, tous ceux qui travaillent sur des projets ensemble. Le Zoom et le télétravail détruisent une bonne partie de la capacité à être performant sur ces métiers. Donc vous vous dites, oui, le télétravail va sans doute se développer, mais il va pas, les entreprises vont pas basculer au télétravail Non, 100%. elles vont pas basculer, elles vont avoir besoin de laisser plus de place aux salariés sur le plateau, terminer les open space D'accord. extrêmement serrés. Et donc le besoin en surface de bureau va sûrement souffrir un peu maintenant, parce que la crise économique arrive, donc il va y avoir un peu plus de vacances. Mais sur le moyen terme, le besoin de bureau va rester extrêmement important, notamment dans les bonnes localisations centrales, bien desservies, avec des commerces dans des environnements de travail agréables pour les salariés. Ces bureaux-là ne Ok. sont certainement pas morts, et au contraire, ils seront des investissements extrêmement intéressants pour les investisseurs. Alors Laurent, dans cette étude pan-européenne sur le marché des bureaux, vous avez fait un focus sur le taux de développement du télétravail dans les grandes villes européennes. Quel enseignement on peut en tirer? On en tire déjà un enseignement de très très grande différence. Il y a des taux de télétravail extrêmement faibles, notamment dans les pays à tissu industriel fort et Oui, parce que tissu là, tertiaire on faible. est obligé d'aller sur On peut le... pas fabriquer des voitures en télétravail. Ouais. Dans les pays de l'Est notamment, il y a un taux de télétravail qui est assez faible. L'infrastructure informatique doit y être pour quelque chose aussi. Ouais. En revanche, dans les pays très tertiaires, notamment les pays nordiques, la France aussi est plutôt bien placée. On est 5e ou 6e en Europe sur le télétravail, bien devant l'Allemagne, qui est une économie plus industrielle Ouais. que nous. Et donc, c'est extrêmement contrasté. Les pays à PIB sans doute un peu plus élevés ont plus tendance à favoriser le télétravail, plus d'économies tertiaires, plus de revenus par habitant, un meilleur Et logement. peut-être un On est mieux, habitat. on est mieux chez soi pour travailler quand on a un grand logement confortable. Et quand on est moins bien logé, ma foi, aller au bureau, c'est aussi un élément agréable. Mais on l'a bien vu, même en France, un certain nombre de salariés ont eu envie de retourner au bureau justement pour, entre guillemets, avoir un peu de tranquillité. Absolument. Surtout ceux qui ont des jeunes enfants ou ceux qui sont seuls chez eux. Retourner au bureau, c'était un élément important de la reprise de la vie sociale. Laurent Voin, vous évoquiez la fidélisation des plus jeunes. Vous dites, voilà, l'entreprise a besoin de locaux qui permettent d'attirer, mais aussi de fidéliser, de garder les éléments les plus jeunes, les plus dynamiques. On peut revenir un peu sur ce point? Oui, bien sûr. C'est un élément très important pour les grandes entreprises de services. Fidéliser les jeunes. Ils sont beaucoup plus volatiles qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et leur offrir un cadre de travail facilement accessible par différents modes d'accès. Pouvoir aller travailler en trottinette, en vélo quand il fait beau, des métros. C'est absolument clé. On l'a bien vu dès avant le Covid, le taux de vacances dans Paris était extrêmement faible. En revanche, dans des communes même pas très éloignées de Paris, il y avait des taux de vacances de bureaux très élevés, malgré une conjoncture économique très favorable. Ça montre bien que les besoins en bureau ont changé. Et quand on interroge les entreprises, la fidélisation des jeunes et leur proposer des bureaux bien placés dans des quartiers d'usage mixte, c'est vraiment clé pour être capable de fidéliser ces millénials qui sont une des clés de la performance des entreprises de services de demain. Laurent, dans cette étude, vous abordez aussi entre guillemets, les habitus culturels qu'on peut constater dans différentes capitales européennes. À Paris, les jeunes aiment bien aller en cœur de ville. C'est moins le cas dans d'autres capitales européennes, comme Londres. Oui, c'est vrai. Le climat est peut-être pour quelque chose, mais aussi le prix du logement. Il doit être moins facile pour un jeune de se loger dans le centre de Londres qu'à Paris. Bon, à Paris, on a l'image d'une ville chère, mais il faut bien se rendre compte qu'à Londres, le logement est beaucoup plus cher.
Et effectivement, la manière dont les jeunes s'adaptent à leur environnement de bureau et sont satisfaits ou non de leur immeuble de bureau est extrêmement variée d'une ville à l'autre. En conclusion, vous dites c'est vrai que le Covid, le chômage partiel, le télétravail va faire évoluer la façon de concevoir les bureaux. Vous dites c'est pas le seul facteur, il y a aussi des questions de confort au bureau qui vont être des drivers importants pour ce marché sur les années qui viennent. Oui, les entreprises, il y a 10 ans, cherchaient un label environnemental et un peu de communication. Aujourd'hui, elles sont focalisées sur le bien-être de leurs salariés. Certaines d'entre elles se donnent des missions, comme le groupe Danone, des missions environnementales, au-delà de leur objet social de profit, etc. Donc, la fidélisation des jeunes pour lesquels ces missions sont importantes, là aussi, se retrouve dans ce changement de mentalité. Et donc, l'environnement quotidien du cadre de bureau doit aussi être adapté. Les entreprises y sont extrêmement vigilantes. Donc les entreprises ne font pas que du greenwashing, il y a aussi de véritables intentions. Absolument. Et chez certaines d'entre elles. Celles qui ne font que du greenwashing, je pense, n'iront pas très loin, ou en tous les cas ne seront pas très performantes sur la fidélisation des jeunes. Celles qui y attachent une vraie attention seront beaucoup plus performantes. Laurent Voin, merci. Je le rappelle, vous êtes le patron France et Benelux de Savills IM. À très bientôt. Merci, à bientôt. On poursuit notre matinale avec un nouveau thème, profiter de la croissance et se protéger des baisses. Je suis avec David Wiersba. David, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur du développement de Varenne Capital Partners. Varenne Capital Partners, c'est une boutique, vous gérez 3 fonds. Et votre mot d'ordre, c'est protéger les investisseurs contre les baisses. Alors, on a eu la chance d'avoir une crise boursière en début d'année. Et la question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que vous protégez réellement contre les baisses? Alors l'objectif de notre gestion, en effet, c'est d'être investi sur les marchés, actions, mais également de protéger nos investisseurs contre les baisses. Alors depuis le début de l'année, au moment où je vous parle, nos fonds sont entre 0 et plus 2. Donc on a bien résisté dans cette phase de baisse, puisque si on parle de ce qu'on appelle le max drawdown, c'est-à-dire la perte maximale pendant l'année sur un fonds comme Varenne Valeur, qui est ce qu'on appelle notre flagship. C'est un fonds action, pure action. Alors pas pure action, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est un fonds multi-stratégie, mais en tout cas sa stratégie cœur est d'être investi sur les marchés actions. Son max drawdown, c'est-à-dire la baisse maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas, est de 14%. Et sur les indices boursiers, on est plutôt entre moins 33 et moins 40%. Donc de ce point de vue-là, pour répondre à la question, donc oui, le mandat est rempli. On a bien résisté. Voilà, le mandat est rempli et nos partenaires continuent de nous faire confiance puisque on continue de collecter et le mandat est rempli, c'est-à-dire que le comportement des fonds est en corrélation avec le discours qu'on tient auprès de nos partenaires depuis des années sur le terrain. C'est important effectivement que ce qui se passe sur le terrain soit en phase avec ce qu'on annonce ou ce qu'on promet. Comment on explique ça? Comment vous expliquez que vos fonds aient plutôt bien quand même traversé la crise? Alors c'est vraiment notre ADN. C'est comme ça que Varenne a été fondée. C'est en assemblant 4 stratégies qui sont complémentaires. Le long action, je le disais, qui est notre stratégie cœur, et des stratégies de décorrélation et de couverture que sont le short action. Donc là, c'est de la vente à découvert. Absolument. L'arbitrage de fusion-acquisition et enfin les couvertures macroéconomiques. Et l'assemblage de ces 4 stratégies a pour objectif d'être performant dans des configurations de marché différentes. C'est-à-dire essayer dans les marchés haussiers d'accompagner la hausse et essayer dans les marchés baissiers de protéger au maximum. Vous parliez d'une 4e stratégie, couverture macroéconomique, c'est quoi? On se couvre de l'évolution de l'indice? Alors, ça n'a rien à voir avec les indices. On n'est pas là pour se protéger contre une petite baisse à court terme. On est là pour prendre un petit peu de recul et dans le cadre de cette stratégie, essayer d'identifier les risques majeurs d'un point de vue macroéconomique. Et comment est-ce qu'on se couvre? Oui, les outils pour faire ça, c'est quoi? On accorde un budget maximal d'1,5% par an et par fonds pour se couvrir. Alors c'est souvent sous forme d'options, souvent avec des maturités lointaines, en dehors de la monnaie, ça peut être d'autres instruments asymétriques. Et l'objectif, c'est avec un budget limité de protéger une partie importante de nos portefeuilles, mais uniquement si le risque extrême arrive. Et si je peux ajouter un mot là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ces couvertures ont fonctionné et ça a participé à la bonne résistance de nos fonds pendant la crise, mais on a toujours aujourd'hui un dispositif de couverture macroéconomique pour se protéger parce qu'on estime, même si le gros de la crise est derrière nous, qu'il y a toujours des déséquilibres d'un point de vue macroéconomique dans le système. David, on a compris qu'il y avait 4 moteurs de performance. Vous avez 3 fonds. Ces 4 moteurs coexistent dans chacun de ces 3 fonds dans des proportions, un assemblage différent à chaque fois. Comment se positionnent ces 3 fonds les uns par rapport aux autres? Alors, on gère une gamme de 3 fonds qui sont à destination de nos partenaires. 2 fonds
UCITS, donc qui sont référençables et référencés un peu partout en On assurance peut vie. le vendre à n'importe quel investisseur individuel. Absolument, Varenne Valeur et Varenne Global, ces deux fonds, je dirais qu'ils sont c'est des fonds de cœur de portefeuille. C'est-à-dire que vous êtes investi sur les marchés actions, mais vous pouvez dormir un peu plus tranquillement a priori que sur un fonds action, une brique pure classique. Ils sont en indice de risque 4 sur 7 en SRRI. Et le troisième fonds, c'est Varenne Sélection, qui est lui un fonds professionnel, qui est plus investi, plus dynamique. Et là, vous êtes plus proche d'un fonds action plus traditionnel, mais avec ses stratégies de décorrélation et de couverture. Je profite d'être sur votre plateau. Le troisième fonds, plus professionnel, ça s'adresse à des investisseurs qualifiés, c'est ça? Absolument, investisseurs qualifiés. Vous vouliez rajouter un point? Oui, je voulais juste rajouter un point. Comme je profite d'être sur votre plateau pour annoncer une petite nouveauté. Ouais. C'est qu'on a depuis des années présenté Varenne Valeur et Varenne Global comme des fonds ayant les mêmes règles de construction de portefeuille. Donc, ils étaient très semblables. Et aujourd'hui, on est en train de différencier Varenne Global de Varenne Valeur pour le rendre un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire que Varenne Global se situera plus en termes de risque et de volatilité entre Varenne Valeur et Varenne Sélection. C'est très clair. David, merci de nous avoir rejoints ce matin. Merci à vous, Frédéric. À bientôt. Allez, on continue notre matinale. Nouveau thème, mur de commerce. Est-ce qu'il y a toujours des opportunités? Pour en discuter, je suis avec Sonia Fendler. Sonia, bonjour. Bonjour Frédéric. Sonia, vous êtes la présidente d'Altixia. C'est une jeune maison qui a été créée en 2015, mais avec un agrément grand public fin 2018. Voilà, donc 18 mois d'activité, 3 fonds lancés, 2 SCPI, un OPCI, dont une SCPI qui investit dans les murs de commerce. Et c'est vrai qu'actuellement, avec le développement du e-commerce, avec Amazon, on voit de plus en plus de commerces qui ferment. On a un peu tendance à se dire, le commerce de proximité, c'est fini. Et vous dites, pas du tout, il y a encore des affaires à faire. Complètement. Donc, même avant le Covid ou après le Covid, on reste convaincu par le commerce tout en étant très sélectif. Donc, pour ceux qui sont plus adeptes des marchés financiers, aujourd'hui, on fait du stock picking. C'est-à-dire vraiment qu'on va regarder très spécifiquement, l'emplacement et la catégorie des commerces. Donc, on est très commerce pied d'immeuble, la boulangerie, la pharmacie, ça, le c'est pas délocalisable, on va pas acheter sa baguette sur Amazon. Non, et même post-Covid, je pense que les gens ont envie de retrouver la chaleur humaine, le contact avec leurs petits commerçants du coin. Donc, ça fonctionne très, très bien. Donc ça, c'est du commerce de proximité qui n'est pas substituable. À l'inverse, j'imagine qu'il y a des commerces où quand même vous dites, là, ça prend un coup à cause du e-commerce, à cause... Tout à fait. Alors, typiquement, les commerces de vêtements, c'est des choses qu'on va éviter parce qu'on achète beaucoup sur Internet, ou les grandes galeries commerciales. Par contre, on aime bien également les petits retail parks qui sont en région, puisqu'on voit bien que les centres-villes... Un retail park, c'est quoi? Ce sont des petits centres commerciaux avec plusieurs boutiques dans un même espace qui sont à la zone limitrophe du centre-ville et qui permet aux gens de venir en voiture et d'aller trouver tous les commerces qui les intéressent. Et on aime beaucoup les commerces de loisirs. C'est-à-dire que vous achetez pas sur Internet votre loisir, vous allez faire une séance d'escalade, du golf virtuel, un Youpi Park, du trampoline. Et ça fonctionne très bien. Et post-Covid, ça a même repris très fortement. Oui, le commerce, c'est pas uniquement de la vente de biens, c'est aussi de la vente de prestations et de de loisirs. Services, complètement. D'accord. Et donc, sous réserve d'être sélectif, d'identifier les segments de ces commerces qui sont en voie d'abandon et puis ceux qui vont résister, vous dites, on peut continuer à investir sur les murs de commerce. On peut, et c'est là où on trouve de très beaux rendements. Et je pense que le commerce a beaucoup plus souffert de la crise du Covid, mais rebondit très vite que le bureau risque de souffrir un peu plus longtemps. Oui, on voit bien que les gens ont envie de sortir, ont envie de dépenser, ont envie de se faire plaisir. Consommer de façon intelligente et locale. Et local. Donc on l'a dit, en 18 mois, vous avez lancé 2 SCPI, une OPCI. Est-ce qu'on peut revenir, faire un peu de pédagogie? C'est quoi une OPCI? C'est quoi les avantages de l'OPCI? Alors l'OPCI, c'est un véhicule immobilier essentiellement, puisque c'est 65% immobilier, 35% immobilier physique. Physique. D'accord. Et 35% liquidité, où là, vous pouvez mettre de tout. Vous pouvez mettre des foncières cotées, mais également des OPCVM cotés ou de la liquidité pure et dure. D'accord. L'avantage, c'est que c'est un produit immobilier liquide. Donc, les assureurs sont assez appétents à ce type de véhicule qui est agréé par l'AMF, que vous pouvez donc arbitrer dans votre contrat d'assurance sans limitation de montant. Donc, c'est vraiment très pertinent et on en a lancé un qui va avoir une très belle perf à la fin de l'année. Bon, des promesses, on se retrouve à la fin de l'année. On l'a dit, Altixia, c'est une jeune maison. Vous avez été créé, vous avez lancé votre activité il y a 18 mois. Ce début d'année a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Est-ce qu'on peut faire le point sur la collecte?
Alors, un très beau premier trimestre, puisqu'on est entre 8 et 10 millions par mois, y compris Ce qui est un beau chiffre pour une jeune société de gestion. On est très fiers des équipes et des partenaires qui nous ont fait confiance, y compris post-Covid, puisque nous avons la souscription full des maths avec prélèvement automatique, etc. Par contre, en toute transparence, mai-juin, on sent que la reprise de l'activité n'est pas encore là. C'est un peu lent. Donc, j'espère que septembre, ça va redémarrer un petit peu plus dynamique. Mais on est confiant. Écoutez, on vous souhaite en septembre de réaliser les chiffres. Est-ce que la maison s'est fixé des objectifs de collecte ou pas? Non, là, l'avantage, c'est surtout de se dire, je veux une belle performance à la fin de l'année, je veux continuer à remplir les lots Covid et avoir une bonne valeur de réalisation à la fin de l'année. C'est très clair. Sonia Fendler, merci d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt. À bientôt, au revoir.